Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 20 novembre. La grande famille de la diplomatie monégasque réunie en principauté. Plusieurs temps forts permettent de nombreux échanges entre le gouvernement princier et les diplomates de Monaco. Nous en parlerons dans quelques instants avec Isabelle Berro-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Objectif atteint pour la No Finish Line. Cette course à la fois sportive et caritative aura dépassé la barre des 300 000 km, une distance qui sera convertie en euros et reversée à l'association Children and Future. L'AS Monaco Basket termine sa folle semaine sur une note positive. Les Monégasques ont battu Blois dimanche en Betclic Elite. Et puis nous nous intéresserons à cette pièce, Les Jours Heureux, qui sera jouée dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Et à la fin de ce journal, Mehdi Anthony, directeur du MK, sera notre invité. Il viendra nous présenter la renaissance de son établissement situé sur le port Hercule. Mais avant de développer ces titres, la fête nationale s'est achevée hier avec la représentation de Caruso à Monaco au Grimaldi Forum, le prince Albert II, son épouse, la princesse Charlène, son Altesse royale, la princesse de Hanovre, ainsi que d'autres membres de la famille princière ont assisté à cette soirée de gala qui rendait donc hommage à cet artiste de légende qui s'est produit à multiples reprises sur les scènes monégasques au début du XXe siècle. Vous avez pu le découvrir, cette fête nationale est le reflet de nombreuses traditions. Elle offre également l'opportunité de réunir l'ensemble de la famille diplomatique de la principauté. Ambassadeurs et consuls se sont retrouvés pour différents temps forts, comme par exemple lors de la réception du corps diplomatique et consulaire ou ce matin pour la réunion consulaire à l'hôtel Hermitage. Un moment important que nous allons évoquer ce soir avec notre invité, le ministre des Relations extérieures et de la coopération. Bonsoir Isabelle Berro-Amadei. Bonsoir Émilie. Cette réunion consulaire est un rendez-vous annuel qui permet de nombreux échanges entre le gouvernement et les diplomates de Monaco. Quels sont les enjeux de cette réunion ? C'est un rendez-vous annuel et aussi traditionnel. Nous profitons de la présence des ambassadeurs et des consuls de Monaco à l'étranger qui sont présents dans le cadre des festivités de la fête nationale pour organiser le lendemain du 19 novembre une réunion qui nous permet dans un premier temps de nous retrouver une fois par an, mais aussi d'échanger et surtout de présenter quelles sont les priorités de la politique extérieure de la principauté. Oui, c'était l'opportunité d'exposer la feuille de route, les priorités définies par le prince souverain pour les années à venir. Quelles sont-elles ? Il y en a beaucoup et vous avez raison de le rappeler, c'est bien le prince souverain qui fixe les lignes de la politique étrangère. Donc pour l'année à venir, 2024 sera une année du multilatéralisme pour la principauté puisque nous allons célébrer les 20 ans de notre entrée au Conseil de l'Europe et également les 75 ans de notre admission à l'UNESCO et puis bien évidemment toujours la mise en avant des engagements sur l'environnement du souverain puisque dans quelques jours il y aura une délégation conduite par son Altesse Sérénissime le Prince à Dubaï dans le cadre de la COP28, donc préservation de l'environnement. Monaco aussi porte sa voix au sein des enceintes internationales en tant que vecteur de paix, de solidarité. Nous sommes dans un contexte difficile, donc nous souhaitons promouvoir les valeurs qui nous sont chères, valeurs de paix, de coopération et de solidarité. Est-ce que c'était aussi la teneur du discours du ministre d'État Pierre Dartout prononcé aujourd'hui lors de cette réunion ? Oui, le ministre d'État nous fait toujours le plaisir de venir clôturer cette session consulaire et le ministre a rappelé quels sont les enjeux aussi pour Monaco et plus particulièrement dans un avenir proche les efforts que la principauté met en œuvre dans le cadre de la supervision s'agissant de Monéval et également de la prochaine visite du Gréco. Madame le ministre, c'est un rendez-vous qui souligne l'importance du dialogue et des échanges diplomatiques ?
C'est fondamental pour la principauté. D'ailleurs, nous avons un réseau consulaire important, uniquement 16 ambassadeurs accrédités à l'étranger, mais 130 consulats qui sont actifs dans 83 pays. Donc c'est grâce aussi au dynamisme de ces ambassadeurs et surtout aussi des consuls que nous pouvons préserver et étendre et développer nos relations bilatérales avec de nombreux pays. 157 pays ont des relations diplomatiques avec la principauté. Donc vous voyez, pour un petit État comme nous, ce n'est pas rien. C'est un rendez-vous important aussi pour votre département? Oui, c'est un rendez-vous important pour notre département puisque c'est l'occasion justement de retrouver tous les acteurs étrangers avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année. La fête nationale le permet aujourd'hui. La fête nationale le permet, c'est, je dirais, un moment de communion à la fois de la population, mais aussi de toutes les personnes qui travaillent pour l'image de la principauté autour du prince souverain et de la famille princière. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Béraud-Amadei d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci Émilie. Et toujours dans le cadre de la fête nationale, nous vous parlions tout à l'heure de la soirée de gala au Grimaldi Forum en présence de la famille princière. Au même moment, Anna Chédid était sur la scène de l'espace Léo Ferré, plus connue sous le nom de Nash. Anna Chédid est la plus jeune de la famille du même nom. Elle vient tout juste de sortir un nouvel album, Peau neuve, un opus toujours fidèle à sa musique douce et mélodieuse. Retour à présent sur la 24e édition de la No Finish Line Monaco, une édition qui aura atteint ses objectifs en dépassant la barre des 300 000 km, ce qui signifie 300 000 € reversés à l'association Children and Future. Retour sur une fin de course placée sous le signe de l'émotion avec Justin Hadel et Jean-Alexandre Dordet. 10 428 participants pour 315 561 km parcourus. Voici le résultat de cette nouvelle édition de la No Finish Line Monaco. Après 8 jours, le temps est venu aux récompenses. Fatiguée, la première au classement féminin est heureuse d'avoir pu œuvrer à sa manière pour la bonne cause. Je suis contente et puis je suis émue parce que pour la cause des enfants, d'ailleurs c'est pour ça que je viens. J'aime beaucoup ce concept de 1 € reversé pour les enfants qui ont des soucis. Voilà. À elle seule, elle a parcouru 767 km. L'émotion est aussi partagée dans les rangs de l'association Courir pour Céline. Cette dernière décroche la première place des équipes avec presque 12 000 km au compteur. La No Finish Line, c'est quelque chose de très important pour notre association. Et on l'a fait depuis 2017. Et aujourd'hui, être arrivé premier, c'est magnifique pour nous. Courir pour Céline, c'est une association qui était au départ dédiée pour ma fille. Et ma fille est partie et on continue l'association pour ses copains. Et ses copains, c'est les enfants polyhandicapés au sens large. Et voilà, d'arriver à fédérer autour du handicap avec autant de monde et autant de gens qui s'investissent dans la No Finish Line avec nous, c'est une très grande joie. Une bonne cause que nombre de personnes sont ravies de défendre. D'ores et déjà, les dates de la prochaine édition sont connues. Ce sera du 16 au 24 novembre 2024. En basket, la Roca Team a célébré la fête nationale à sa façon, en poursuivant son parcours quasi parfait en Betclic Elite. Les Monégasques ont assumé leur rôle de favoris en dominant Blois, 99-81, dimanche après-midi. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Alban Gingembre. La Roca Team termine la semaine sur une note positive après les 2 défaites en Euroleague contre Istanbul et à Madrid. Monaco a renoué avec la victoire face à Blois dimanche avec un festival offensif, 99 points marqués, 57% à 3 points avec un joli 12 sur 21 et surtout 29 passes décisives, un vrai succès collectif. Dante Hall, 16 points à 100% au tir, Mathieu Strazel, 17,5 passes décisives, et Yacouba Ouattara, 13 points à 3 sur 4 longue distance, ont été les grands artisans de la victoire monégasque qui s'est dessinée dès la première mi-temps. Malgré un très bon Armel Traoré côté blésois, avec 12 points et 7 rebonds, Monaco compte déjà 11 points d'avance à la pause. Blois revient à -3 en début de 3e quart-temps dans le sillage de Milan Barbic, 13,5 passes.
Mais Monaco réaccélère et va s'envoler avec notamment ce poster dunk énorme signé Dante Hall, le spécialiste des actions en haute altitude. Sur ce dernier panier de Mame Djaïté au buzzer, Monaco frôle la barre des 100 points et l'emporte 99-81. C'est toujours bien de prendre la victoire chez nous à domicile, donc on a un gros match qui s'étend contre Baskonia, donc maintenant on prend un peu de repos et après on se prépare pour ça. Ouais, c'est important de retrouver nous-mêmes, notre identité. On voulait protéger le ballon, on voulait jouer dur en défense. Pour moi, il y a un peu trop de rebonds offensifs, mais c'était un problème pour nous depuis le début de saison. Ce succès combiné à la défaite de Paris à Roanne permet à Monaco de creuser l'écart en tête du championnat. Et prochaine rencontre de la Roca Team ce vendredi en Euroleague avec un déplacement sur le parquet de Baskonia. Boris Herrmann et William Harris terminent 7e de la Transat Jacques Vabre. Engagés sur Malitia Sea Explorer et partis le 7 novembre dernier du Havre. Les deux skippers sont arrivés hier en Martinique après 12 jours de traversée. Leur aventure aura été marquée par un léger problème technique résolu en mer. On écoute la réaction de Boris Herrmann à l'arrivée. On voulait rester avec la plupart de la flotte parce qu'un des objectifs principaux de cette course était de se mesurer avec les autres bateaux neufs. On n'a pas encore pu faire, on avait déjà fait beaucoup de milles sur le bateau, mais jamais contre les autres bateaux les plus récents. Et donc c'était très encourageant, on peut tenir avec eux plus ou moins. Ils ont gratté quelques petites milles, mais tout dans les bonnes mesures. Et d'autres défis attendent désormais le skipper du Yacht Club de Monaco. Nous suivrons cela attentivement. La saison de Formule 1 touche bientôt à sa fin avec le Grand Prix d'Abu Dhabi dimanche, puis place à une nouvelle saison qui débutera à Bahreïn début mars. Le Grand Prix de Monaco, 8e étape de la saison, aura lieu du 23 au 26 mai 2024. Sachez que la billetterie pour cette 81e édition ouvre à partir de mardi matin. Rendez-vous en ligne sur le www.monaco-grandprix.com. Ouvrons une page culture à présent et cet événement tout d'abord proposé à l'occasion de la commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Le studio de Monaco présente les Jours heureux au Théâtre des Variétés les 24 et 25 novembre prochains. Cette pièce de Claude-André Puget a un lien particulier avec le prince Régnier III. Frédéric Elion vous dévoile pourquoi dans ce reportage réalisé avec Alban Gingembre. C'est l'histoire d'adolescents qui, pendant plusieurs jours, profitent de l'absence de leurs parents, retenus à Poitiers, pour vivre seuls dans la propriété familiale. Une comédie qui mêle histoire amoureuse, quiproquo et jalousie. Les Jours heureux, la pièce de Claude-André Puget, créée en 1938, sera jouée 2 fois en principauté dans le cadre du centenaire Régnier III par les comédiens du studio de Monaco. L'idée est venue du Palais, parce que dans cette année du centenaire de la naissance de Régnier III, on a voulu lui rendre un hommage à travers le théâtre, parce que lorsqu'il était jeune, pendant la guerre, à Montpellier, ils ont joué cette pièce, qui était une pièce relativement récente, puisqu'elle a été créée à Paris en 1938. Et en 1942 et en 1943, le prince Régnier l'a joué à Montpellier dans une troupe amateur où il trouvait du réconfort par rapport à la situation qui évidemment pour lui aussi était difficile. Sur scène, 6 comédiens, 3 filles, Victoria Iovino, Talia Ward, Anaïs Malgherini, et 3 garçons, Père Gispalou, Marc Hernandez et Florent Ferreté. Les 2 représentations de la pièce auront lieu les 24 et 25 novembre à 20h30 au Théâtre des Variétés. Je n'ai jamais passé une journée comme celle-là, moi. Moi non plus. Même à Versailles. Même à Versailles. Autre représentation qui a déjà eu lieu, le Théâtre des Muses proposait ce week-end un spectacle pour sensibiliser la jeune génération à la protection de l'environnement. Dessine-moi un arbre de Marie Simon est une fable écologique qui fait passer de nombreux messages. Justin Hadel, Thomas Deus et Alban Gingembre y ont assisté. Ce sont des notions parfois compliquées à expliquer aux plus jeunes. Et pourtant, rien n'est impossible. Cette comédienne le montre bien. Plusieurs messages environnementaux sont passés subtilement et habilement. En représentation ce week-end au Théâtre des Muses, la pièce a séduit. Bon, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que la nature vous intéresse.
Et nous avons besoin de vous ici. Ça s'adresse aux 4, 8, 9 ans. Voilà, pour un public assez large. C'est musical, c'est chanté. Et ça raconte l'histoire de 4 personnages hauts en couleur qui vont rencontrer quelques problèmes de leur quotidien. Pollution, des problèmes dans la terre, toutes ces choses-là que la nature malheureusement peut rencontrer. Des soucis particulièrement bien imagés, les enfants peuvent interagir. Le but, solliciter leur réflexion. Des représentations faites sur le même week-end que la fête nationale. Un choix pas laissé au hasard. C'est la fête du prince qui est dédiée aussi à ça. Donc on fête aussi au Théâtre des Muses l'environnement et le bien-être que l'on espère défendre aussi à notre niveau. Puis aussi, il y a une autre chose qu'on peut faire aussi. Quand on sort d'une pièce, qu'est-ce qu'on fait les enfants? On éteint la lumière. On ferme la porte. On éteint la lumière et on ferme la porte. Oui, exactement. Après 45 minutes de spectacle, un temps d'échange est organisé pour discuter avec les enfants, une pédagogie bien menée. Pour les curieux, n'ayez crainte, la pièce sera diffusée prochainement sur Monaco Info. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre, date de la Journée internationale des droits de l'enfant. Des enfants qui seront à l'honneur demain à l'église Saint-Charles avec un concert du Malagasy Gospel. Cette chorale constituée d'une dizaine d'adolescents de Madagascar chantera leur univers avec sincérité et émotion, un moment à ne pas manquer le 21 novembre à 20h à l'église Saint-Charles. La participation est libre, les fonds récoltés seront reversés à l'ONG Hôte de Coco qui soutient les enfants défavorisés en les accompagnant au mieux dans leur éducation. Les professionnels de la nuit ont été l'un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire. C'est le cas du MK situé sur le port Hercule. L'établissement a dû fermer ses portes pendant près de 2 ans en raison de l'épidémie. Comment se relever après une telle situation? Comment réussir à se renouveler, se démarquer dans un secteur et une zone concurrentielle? Le directeur du MK est avec nous ce soir. Bonsoir Mehdi Anthony. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, le MK a été lourdement impacté par la crise sanitaire. Aujourd'hui, vous revenez avec beaucoup d'ambition. C'est vrai qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué de repartir après cette période-là. Du coup, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi à tout ce qu'on pouvait faire pour repartir avec une nouvelle dynamique en fait. Est-ce que les clients vont retrouver le MK qu'ils ont connu par le passé? Je pense qu'ils sont en train de le retrouver, ouais. Les échos qu'on a là depuis les 5-6 dernières semaines, depuis qu'on a repris, on reprend vraiment un rythme qu'on avait en 2018-2019, où c'était vraiment les meilleures années du club. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de renaissance pour votre établissement? C'est un mot fort, mais en vrai, oui, je pense que c'est ça, parce qu'on était vraiment à pas beaucoup de vraiment arrêter complètement l'activité du club. Et au final, une sorte de renaissance. Qu'est-ce qui a été le déclic justement? Parce que vous le dites, vous aurez très bien pu mettre la clé sous la porte et pourtant, il y a quelque chose qui vous a fait tenir. En fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on avait toujours le petit club, la Red Room, qui était ouverte, le temps que le gros club avait fermé, que le MK avait fermé. Et du coup, on a quand même fait le Grand Prix 2023. Et c'est vraiment cet événement de tout préparer en collaboration avec APM, où en fait, ça nous a donné envie de repartir et de relancer la grosse machine. Alors, qu'est-ce que les clients peuvent voir, peuvent découvrir désormais au MK? C'est au niveau musical, on a vraiment changé tout ce qui est DJ, tout ce qui est line-up. On a 4-5 DJ de Paris, en fait, qui viennent et qui tournent tous les week-ends. C'est un DJ différent. Et après, on retrouve vraiment l'énergie qu'il y avait au tout début du club, quoi, qui est vraiment en train de revenir. Et je pense que c'est vraiment la force de l'établissement. La force de l'établissement, ou la nouvelle force aussi de l'établissement, c'est une nouvelle proposition, le Monax Comedy Club. Dites-nous en plus. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on avait fait l'année dernière. On avait fait une date et ça s'était vraiment bien passé. Et du coup, là, en fait, on a vraiment envie de créer un rendez-vous. Je pense que ça va être quand même assez espacé, ça va être tous les 6 ou 8 semaines. Ce sorte de comédie club, spectacle humoristique. On va essayer de le mettre en place régulièrement. L'idée, c'est d'avoir un lieu qui vit aussi bien la semaine que le week-end, c'est ça? En fait, ouais, c'est exactement ça. C'est, le club, la nuit, ça reste vraiment notre activité principale. Mais le but, c'est de développer aussi la semaine sur d'autres activités. Et c'est vrai que le Comedy Club, c'est quelque chose qui a beaucoup plu quand on l'a fait l'année dernière. Et du coup, on pense qu'il y a un créneau à prendre sur ça. Première date de ce Monax Comedy Club, c'est
le 22 novembre, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Avec de belles têtes d'affiche. C'est ça, oui. Il y a Redouane en tête d'affiche qui vient avec 3 invités. Franchement, ça va être pas mal. On a deux créneaux, 19h30 et 21h30. Il y a 2 représentations. Et est-ce que c'est compliqué de se démarquer parmi les autres établissements qu'il y a autour de vous sur le port Hercule? En vrai, nous, pour le coup, au niveau de la boîte de nuit, je pense qu'on est les seuls vraiment sur le port, parce que les autres, il y a des apéros, etc. C'est pas vraiment le même créneau. Donc, on arrive à s'en sortir, en tout cas sur le port. Et après, oui, le Comedy Club, je pense qu'il n'y a personne qui le fait sur le port. Même à Monaco, je crois qu'il n'y en a que un. Je crois qu'ils le font sur Monaco. Donc, du coup, on essaie vraiment de prendre des créneaux qui n'existent pas trop, d'essayer de faire des choses un peu nouveaux, de se différencier. Eh ben, on note la première date donc, du Monax Comedy Club le 22 novembre avec en tête d'affiche Redouane Bougueraba. Merci infiniment, Mehdi Anthony, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Comme chaque lundi, Christinda Tomel met en valeur ceux qui font Monaco, commerçants, restaurateurs, artisans. Elle viendra peut-être à votre rencontre prochainement. En attendant, on vous retrouve Christinda du côté du quartier de la Condamine. Oui, et aujourd'hui, je me trouve chez Marco Traverso et Histoire d'ours. Alors, le fameux fleuriste est implanté depuis plus de 30 ans en Principauté. Qui n'a jamais rêvé de se faire offrir des fleurs avec un ours en peluche? Tout cela est né d'une belle histoire d'amour. Vous allez le voir, c'est toute une histoire. Les ours, c'est une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, elle est là parce que je suis rentrée dans la vie d'un fleuriste. Et aujourd'hui, les ours, c'est notre porte-bonheur. Et alors, est-ce qu'on peut savoir qui se cache derrière cette tête d'ours? Voilà. Alors, racontez-nous cette belle histoire d'amour, comme vous le dites. En fait, c'était il y a un peu plus de 30 ans. Je travaillais dans un autre domaine. J'avais un client qui était Marco Traverso. Et un jour, il m'a proposé de dîner avec lui. Bon, on va passer les détails de la rencontre. Et puis, j'ai arrêté de travailler dans le domaine d'activité que j'avais. Et je suis venue travailler avec lui. Simplement, j'avais besoin de trouver ma place, de créer un univers autour de lui. Comme l'ours, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ça a été une symbolique dans plein de détails entre lui et moi. Et c'est devenu, en fait, notre histoire d'ours. Et puis, ça fait 30 ans maintenant que vous êtes ici en Principauté. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent chez vous? Alors, ce que les gens recherchent, avant tout, c'est qu'on crée quelque chose pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de déjà construit, d'existant. Ce qu'on fait, c'est pour eux, c'est personnalisé. C'est quelque chose qu'on fait en fonction de leurs propres émotions, de leurs propres envies. C'est du sur-mesure 100%. Vous êtes créateur d'événements également. On peut vous retrouver dans quel style d'événement? En fait, je n'impose pas de style. Pour moi, le plus important, c'est d'écouter les clients, d'écouter ce qu'ils sont. Parce que pour les moments les plus importants de leur vie, que ce soit un mariage, un anniversaire, une bar mitzvah, et plein d'autres événements parfois bien plus réduits en termes de nombre de personnes, c'est d'entendre les gens, de les écouter et de savoir quels sont leurs besoins, leurs envies, les mots-clés qui les définissent pour que l'événement en soi leur ressemble. Et alors, donc, vous donnez beaucoup d'amour. Oui. Également, vous participez à des ventes aux enchères. Alors, pourquoi ? Pourquoi je participe à une vente aux enchères? En fait, je ne participe pas véritablement, mais j'ai mis du temps à imaginer cette vente possible. C'était un choix personnel, c'était un besoin pour moi de faire le deuil du décès de ma sœur qui était handicapée. Et c'était le moment venu. Et aujourd'hui, le moment est là. J'ai eu 50 ans, c'était la boucle bouclée. Et j'avais vraiment ce besoin de faire quelque chose pour qu'elle ne soit plus là, mais qu'elle soit encore là. Et que d'autres puissent bénéficier de soutien, d'aide, de construction, de logements inclusifs, en particulier pour l'association que je défends aujourd'hui, qui est Monaco Disease Power. Vous l'aurez donc compris, Marco Traverso et Histoire d'ours, c'est une grande histoire d'amour, mais c'est surtout une histoire d'authenticité. Ici, tout est mis en place pour vous vendre du rêve, mais pas que. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Quel temps fera-t-il mardi ? Le temps sera changeant, Émilie, avec pas mal de nuages le matin, puis l'après-midi, le ciel va se dégager pour laisser place à de belles éclaircies. Les températures seront comprises entre 10 et 15 degrés mardi 21 novembre. Ce sera à la Saint-Rufus.
Merci Frédéric. L'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Les photos de fin de JT ce soir sont signées Manuel Vitali et consacrées à la fête nationale, un événement que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info. Nous tenions d'ailleurs à vous remercier pour votre fidélité. Passez une excellente soirée et à demain, 19h pour un nouveau JT.